Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h02, donc beaucoup de personnes sont en train de se connecter au webinaire qui va commencer. Je suis Ivani Caillé, je suis la fondatrice de l'association Renalou. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour ce webinaire sur un sujet majeur, hein, les innovations dans le domaine des traitements anti-rejet. Et on tient à remercier le docteur Dominique Bertrand qui a accepté d'être avec nous ce soir pour nous parler de ce sujet crucial et répondre aux questions. Je vais passer la parole à Emmanuela qui va nous expliquer un peu les règles de fonctionnement de ce webinaire. Bonsoir à tous, je suis Emmanuela Canevière, je suis la responsable de la Maison du Rhin pour Renalou. Donc ce soir, je fais partie de votre équipe de modératrices avec Manuela et Martine. Je vais les laisser se présenter à leur tour et puis après, je vous expliquerai en quelques minutes les modalités techniques de ce soir. Manuela, vas-y, je te laisse te présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Manuela. Je suis votre modératrice de ce soir. Je suis bénévole Renalou et moi-même aussi une patiente hyperimmunisée. Je passe la parole à ma modératrice, co-modératrice Martine. Bonsoir à tous. Martine, effectivement, je suis greffée depuis bientôt 18 ans et je vais co-animer donc, la modération avec Emmanuela, à qui je repasse la parole. Merci à toutes les deux. Donc pour ce soir, comme vous avez pu le constater, on est très nombreux. On va être presque 300 participants. Donc vos caméras et vos micros sont fermés. C'est normal. Vous ne pourrez pas les activer pendant ce webinaire. C'est normal aussi. Mais ça ne vous empêche pas évidemment de nous poser vos questions à travers le module de questions-réponses. Donc en haut de votre écran, vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation, Q&R, qui vous permet de poser vos questions. Donc dans ce module, n'hésitez pas, il est là pour ça. Et vous verrez que vous avez la possibilité aussi, pour les questions qui sont déjà posées, d'apporter un vote positif. Donc, plus il y aura de votes, plus la question sera mise en évidence et nous permettra, au moment de relayer les questions-réponses au docteur Bertrand en fin de séance, de prioriser les questions qui auront le plus de votes. Donc, n'hésitez pas, le module est là pour ça. Donc, merci à tous et puis je vais passer la parole au docteur Bertrand pour attaquer notre présentation. Bonsoir à tous. Encore une fois, merci à Renalou de m'avoir proposé d'animer ce webinaire. Je vois que vous êtes nombreux à être inscrits et du coup, je suis bien content. J'espère que je vais pouvoir être clair et puis répondre dans un deuxième temps à vos questions. Donc, vous allez voir, hein, la thématique, c'était le traitement anti-rejet, les innovations. On va aborder quelques sujets un peu difficiles. J'essaierai d'être le plus clair possible. Et en gros, faire deux points particuliers sur ce qui me paraît finalement les plus gros changements sur les dernières années dans la prise en charge des patients greffés rénaux. C'est finalement le belatacept. Donc, il y aura une partie sur le belatacept, le traitement, qu'est-ce qu'on en attend, quelles sont les complications qu'on peut avoir avec ce type de traitement. Et puis, une deuxième partie sur la prise en charge des patients hyperimmunisés, avec là, pour le coup, effectivement, sur les dernières années, il y a eu quand même du changement et probablement une amélioration quand même de l'accès à la greffe pour ces patients qui sont malheureusement difficiles à greffer. Donc, je ne peux pas commencer avant quand même de reprendre finalement ce qui, à mon sens, aujourd'hui est probablement une évidence pour vous, mais un petit rappel me paraît essentiel parce que de ce rappel va découler finalement tout ce qui suit. Vous savez qu'aujourd'hui, l'activité de greffe rénale, elle est ce qu'elle est. En tout cas, elle vous est représentée sur ce diagramme. Et vous savez très bien qu'au fur et à mesure des années, on voit le nombre de patients inscrits augmenter sur la liste. Là, ce sont des patients inscrits en liste d'attente sans contre-indication temporaire. On est à plus de 10 000 patients aujourd'hui. Et malheureusement, l'activité de greffe rénale reste globalement stable, même si elle a réaugmenté depuis les années Covid. Elle reste quand même stable. Elle a du mal à augmenter. On voit également que l'activité de donneur vivant, qui est ici en orange, a du mal à décoller, puisque ça représente toujours à peu près 15% des greffes. Et donc ça, c'est un véritable enjeu parce que finalement, il y a une pénurie d'organes. Et donc, il faut, dans ces conditions de pénurie d'organes, essayer quand même d'avoir une équité sur l'accès à la greffe.
Donc, on parlera des patients hyperimmunisés, forcément. Et puis, il faut essayer de tout faire pour maintenir le plus longtemps possible, finalement, les greffons fonctionnels pour que, finalement, les patients puissent continuer à vivre avec leur greffon rénal sans repasser par le stade de la dialyse. Alors, juste un petit mot de notre activité, finalement, à Rouen. Donc, à Rouen, on a à peu près 600 patients qui sont inscrits sur liste d'attente de greffe rénale. On a une cohorte active de 1200 patients. On fait à peu près 100 greffes par an et on a pour le coup une activité de greffe avec donneur vivant qui est assez importante et qui en fonction des années représente 25 à un peu plus pourcentage des greffes réalisées. Et juste pour souligner, parce que je sais qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, vous voyez que 25% de nos greffes donneurs vivants sont des greffes ABO incompatibles. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, pourquoi on met un traitement immunosuppresseur? Parce que c'est un peu la question de base. Mais en fait, il faut partir du départ, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, on ne peut pas faire aujourd'hui une allogreffe sans traitement immunosuppresseur. Pourquoi? Parce que si on ne bloque pas la réaction immunitaire, dans tous les cas, eh bien, on aboutira à un rejet du greffon. Vous avez ici, finalement, la cellule qui va venir présenter un petit bout du greffon au lymphocyte T qui est juste en face. Et puis finalement, via différents signaux immunologiques, eh bien, si on ne bloque pas ces signaux, il va y avoir une reconnaissance par le système immunitaire du greffon. Et puis finalement, les cellules de l'immunité vont tout faire pour se débarrasser de ce greffon et pour rejeter ce greffon. Et en fait, les traitements immunosuppresseurs, ils vont agir finalement aux différents temps des signaux immunologiques. Vous avez ici les anticalcineurines, la cyclosporine et le tacrolimus, qui vont venir bloquer le premier signal, qui utilise la voie des calcineurines. Donc ici, on a un premier blocage. Vous avez un deuxième blocage, ici le signal 2. Eh bien ici, c'est plutôt le bêta-tacept qui va venir bloquer justement ce signal. Et puis au niveau du signal 3, vous avez les inhibiteurs de mTOR qui vont venir finalement bloquer ce signal. À chaque fois qu'un des signaux est défaillant, eh bien, la réponse immunitaire est bloquée, il n'y a pas d'alloreconnaissance et donc, du coup, le risque de rejet est forcément beaucoup plus faible avec ces traitements. Alors, aujourd'hui, finalement, les challenges en transplantation rénale, c'est faire en sorte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'éviter d'arriver finalement à l'insuffisance rénale évolutive qui ferait repartir le patient en dialyse ou ferait lui proposer une deuxième transplantation. Et on sait qu'une grande partie des greffons aujourd'hui sont perdus à cause de ce qu'on appelle le rejet humoral. Le rejet humoral, c'est quoi? Finalement, les cellules immunitaires vont reconnaître le greffon et, pour se défendre, vont fabriquer des anticorps spécifiques, c'est-à-dire dirigés directement contre le greffon. Et ces anticorps peuvent déclencher une réaction de rejet humoral. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les traitements du rejet humoral ne sont pas très efficaces et quand on déclenche un rejet humoral, souvent, il va évoluer sur un processus chronique et en quelques années, malheureusement, entraîner la perte du greffon. Alors, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais là aussi, il y a des nouveautés, il y a des traitements qui sont en cours d'évaluation, justement, et qui, pour le coup, portent un peu d'espoir dans le traitement du rejet humoral, et c'est notamment des médicaments qui sont utilisés en hématologie pour la prise en charge des maladies hématologiques comme le myélome et qui vont venir agir directement contre la cellule qui produit les anticorps que sont les plasmocytes. Mais je n'ai pas le temps de développer cette partie, ça nous prendrait un peu trop de temps, mais je répondrai à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Donc, le rejet humoral. Et dans une grande partie des cas, malheureusement, ce rejet humoral, il est lié aussi à une mauvaise observance du traitement. Alors, elle peut être pour des raisons multiples, une mauvaise tolérance, un oubli du médicament. En tout cas, cette inobservance, cette mauvaise observance, elle peut entraîner justement la fabrication de ces anticorps et donc finalement la survenue du rejet humoral. Alors, ça, c'est une première cause de perte de greffon, mais vous savez qu'il y en a d'autres. Et la deuxième que je voudrais discuter avec vous, c'est un peu le paradoxe en transplantation rénale. C'est-à-dire qu'on utilise, vous le savez, les anticalcineurines et notamment le tacrolimus, on y reviendra, qui finalement est aujourd'hui le traitement de référence qu'on utilise en transplantation rénale. Mais on sait très bien qu'il a une toxicité
au niveau rénal. Une toxicité aiguë, mais aussi une toxicité chronique. Et il peut entraîner justement au fur et à mesure des lésions chroniques au niveau du greffon qui peuvent aboutir au bout du compte finalement également à une perte de greffon rénal. Et juste rapidement, si on regarde cette étude, en fait, les auteurs ont suivi finalement des patients, réalisé des biopsies à différents temps de la greffe chez des patients qui allaient bien et n'avaient pas perdu leur greffon sur les 10 ans où ils avaient été suivis. Et en fait, quand on regarde les biopsies au bout de 10 ans de ces greffons rénaux, ben, on voit qu'il y a des lésions chroniques dans à peu près 80% des cas. Alors, peut-être en partie lié à un processus immunologique, mais également à la toxicité des anticalcinurines. Et puis finalement, et ça va aussi de pair avec le choix du traitement immunosuppresseur, la première cause de perte de greffon aujourd'hui chez le patient greffé rénal, malheureusement, c'est le décès. Et ça, là-dessus, le choix du traitement immunosuppresseur est majeur parce que quand on regarde finalement la cause de décès chez ces patients greffés rénaux, il est vrai que initialement la mortalité cardiovasculaire était très importante, mais finalement plus ça va et plus le risque de décéder d'un cancer ou d'une infection est vraiment importante et est directement liée avec finalement le système immunitaire du patient et donc au traitement immunosuppresseur. Donc il va falloir en tenir compte aussi pour choisir le traitement immunosuppresseur. Et puis il va falloir aussi prendre en compte finalement du changement aussi de typologie des patients qu'on a à prendre en charge aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, la HAS nous recommande d'évaluer les patients jusqu'à 85 ans pour une transplantation rénale. Et forcément, eh bien, il y a un changement des pratiques. On a des patients qui sont de plus en plus âgés, alors certes en forme, mais âgés, avec de multiples comorbidités, de l'hypertension artérielle, du diabète, souvent des cardiopathies, souvent des artérites des membres inférieurs, parfois avec des antécédents dans leur vie de cancer qui ont été traités, mais avec une évolution favorable. Et puis finalement, en face, on va avoir des greffons qui sont proposés, qui sont, comme on peut dire, à critères élargis, en tout cas de qualité non optimale, mais vu la pénurie d'organes, c'est des greffons qu'on est amené quand même à utiliser avec des bons résultats dans une grande partie des cas. Et puis en plus, on va utiliser des anticalcinurines. Donc forcément, dans ce panorama, parfois ça va être plus compliqué. Et là encore une fois, le fait de pouvoir trouver d'autres traitements immunosuppresseurs moins toxiques probablement permettra aussi d'améliorer la prise en charge de ces patients. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en greffe rénale, on est passé réellement d'un extrême à l'autre. Si on prend finalement le début de la greffe dans les années 50 et qu'on arrive maintenant dans les années 2020, initialement, le gros problème, c'était la prise en charge du rejet. On n'avait pas de traitement immunosuppresseur et donc forcément, on était un peu démunis face à la survenue des rejets précoces et donc avec des pertes de greffons qui étaient souvent rapides. Et puis finalement, avec l'arrivée des nouveaux traitements immunosuppresseurs, on a vu quasiment disparaître ces rejets précoces. Et aujourd'hui, sur la première année de greffe, avec l'utilisation des anticalcinurines et notamment du tacrolimus, ben, finalement, ces rejets, on en voit de moins en moins sur la première année. Par contre, en contrepartie, vu qu'on a augmenté l'immunosuppression, l'immunodépression des patients, eh bien, forcément, on a des complications directement liées au traitement immunosuppresseur, au premier rang desquelles les infections, les problèmes de cancer et également les problèmes de toxicité cardiovasculaire en lien avec l'utilisation des traitements immunosuppresseurs. Alors ici, je vous ai dressé juste un petit panorama de tous les traitements immunosuppresseurs qui sont aujourd'hui utilisables et qui ont été utilisés initialement, puis qui ont évolué au fur et à mesure du temps, avec bien sûr initialement l'utilisation de la cortisone. Hein. C'est bien le seul traitement qu'on avait à disposition au début de la transplantation rénale, l'arrivée de l'Immurel, puis des anticalcinurines, avec notamment la cyclosporine initialement. Pour finir aujourd'hui avec le dernier traitement qui a obtenu une AMM et qu'on utilise aujourd'hui, qui est le belatacept ou le Nulogix.
Alors, si on voulait avoir le tableau d'un traitement immunosuppresseur finalement de choix, le meilleur qu'on pourrait utiliser, eh bien, ce serait finalement un traitement qui permet de protéger le patient contre le rejet cellulaire et humoral, qui serait à faible risque infectieux et néoplasique, qui n'aurait pas de toxicité au niveau rénal, qui aurait un profil métabolique et cardiovasculaire favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un traitement qui ne donnerait ni hypertension, ni diabète, ni problème de cholestérol, et puis un traitement qui serait facile à prendre et qui améliorerait finalement l'observance. Et dans tout ça, bien sûr, il faut tenir compte de la qualité de vie des patients et donc des effets indésirables en lien direct avec le traitement. Et il faut aussi tenir compte du risque immunologique du patient, de la qualité du donneur, et puis bien sûr de l'âge et des antécédents des patients. Donc vous voyez que le choix est un peu complexe et on n'a pas non plus beaucoup de molécules à disposition, même si on essaye de plus en plus de faire des combinaisons qui permettraient de trouver le meilleur choix. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à disposition? Aujourd'hui, on a à disposition ces associations-là qui sont les plus utilisées aujourd'hui après une transplantation rénale. Au premier rang desquels l'utilisation d'une combinaison avec le tacrolimus et l'acide mycophénolique, le mycophénolate mofétyle, donc le Cellcept ou le Mifortic. Donc le tacrolimus, c'est le Prograf, la Doporte, la Dvagraf ou l'Envarsus. La deuxième association, c'est l'utilisation des anticalcineurines avec le Leverolimus, donc le Certican. Et puis la troisième association la plus utilisée, c'est finalement l'utilisation du belatacept avec le Cellcept ou le Mifortic. Alors, un petit point rapide, là aussi pareil, on pourrait y passer des heures à en discuter, c'est la cortisone. Je vous ai mis plus ou moins de la cortisone. Alors c'est vrai que initialement, beaucoup de patients gardaient des doses de cortisone au long cours parce que finalement, ça permettait au long cours de protéger probablement aussi contre le rejet. Le problème de la cortisone au long cours, c'est qu'il y a des effets indésirables qu'on connaît bien au niveau osseux, au niveau cutané, au niveau métabolique. Et aujourd'hui, c'est vrai que on essaye de plus en plus de restreindre vraiment l'utilisation de la cortisone à des cas bien spécifiques, des patients qui sont à haut risque immunologique, par exemple des patients qui auraient besoin d'une désimmunisation avant la greffe, ou alors des patients qui ont une deuxième ou troisième greffe, où là où on sait que le risque de rejet est un peu plus important. Mais c'est vrai qu'on essaye au maximum de limiter la prescription au long cours de la cortisone. Alors, rapidement, avant d'en venir directement au belatacept, donc l'utilisation du tacrolimus et de l'acide mycophénolique, qui vient de cette grande étude finalement Symphonie publiée en 2007 et qui montre qu'avec cette association, finalement, c'est celle qui entraîne le moins de rejet à 1 an par rapport à l'utilisation de la cyclosporine ou du sirolimus, la rapamune, dans cette étude. Et c'est vraiment l'étude qui finalement fait qu'aujourd'hui, le traitement initial qui est utilisé le plus souvent après une greffe rénale et qui est poursuivi au long cours, c'est l'utilisation du Prograf avec le Cellcept. Alors, juste rapidement, vous l'avez compris, les anticalcineurines, le tacrolimus, entraînent des effets indésirables directement pour le patient avec une gêne fonctionnelle, mais aussi des effets indésirables au niveau métabolique, de l'hypertension artérielle, du diabète, des dyslipidémies, et on l'a dit initialement, finalement, une toxicité aussi au niveau rénal. Et c'est pour ça que finalement, sur les 20 dernières années, le but a été d'essayer de limiter justement l'utilisation de ces anticalcineurines. Alors, soit en essayant de changer le traitement, en mettant plutôt des inhibiteurs de mTOR dans ce cas-là, en essayant de diminuer le traitement par anticalcineurine, ou alors carrément en arrêtant les anticalcineurines. Mais vous voyez que finalement, il n'y a aucune de ces solutions qui était satisfaisante et qui permettait finalement d'améliorer la situation des patients. Alors, la deuxième association très utilisée, c'est l'utilisation du tacrolimus et du Certican depuis un peu moins longtemps, mais cette grande étude en 2018 a montré que finalement l'utilisation de ces deux molécules permettait de faire aussi bien que l'utilisation du tacrolimus avec le Cellcept, avec autant de rejets, même survie
et peut-être moins de complications infectieuses quand on utilise le Certican en début de greffe. Le problème des inhibiteurs de mTOR, c'est que malheureusement, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas très bien toléré et que malheureusement, que ce soit dans les études ou dans la vraie vie, finalement, on est amené à arrêter ces traitements pour une mauvaise tolérance. Ça peut être des œdèmes, ça peut être des aftes au niveau de la bouche, mais ça peut être aussi des atteintes plus importantes comme une toxicité au niveau pulmonaire, une toxicité au niveau rénal également. Et donc, quand ce traitement est bien toléré, il fait partie des meilleurs traitements aujourd'hui qui existent après une greffe rénale. Pourquoi? Parce qu'il a un effet probablement anti-infectieux, mais aussi anti-néoplasique. Malheureusement, dans 30 à 40% des cas, il n'est pas bien toléré et on est obligé d'arrêter le traitement. Et donc, on en vient à l'association que je voudrais discuter un peu plus longuement avec vous, qui est l'association du Belatacept avec le Cellcept. Alors, si on revient dans le détail de cette association, finalement, elle vient de ces grandes études qui ont comparé finalement l'utilisation du Belatacept après la greffe, juste après la greffe, en association avec le Cellcept, et ils ont comparé à l'utilisation d'anticalcineurine et ils ont démontré finalement à distance de la greffe, puisqu'on a quand même des résultats au bout de 8 ans, que la fonction rénale était meilleure sous Belatacept à 8 ans par rapport au groupe sous anticalcineurine et que même la survie du greffon, finalement, à 8 ans, était meilleure dans le groupe qui avait du Belatacept. Finalement, ça, c'est 2016. Et quand on voit ce qui s'est passé derrière, finalement, le Belatacept n'a pas été utilisé comme attendu. Alors, pourquoi il n'a pas été utilisé comme attendu? Pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est que finalement, dans le groupe Belatacept, au début de son utilisation, on avait quand même une forte proportion de patients qui présentaient un rejet par rapport au groupe sous anticalcineurine. Alors, c'était des rejets essentiellement cellulaires qui étaient traitables et dont l'évolution était favorable, c'est-à-dire que malgré une proportion de rejets plus importante, mais vous voyez que la fonction rénale était quand même meilleure sous Belatacept par rapport aux anticalcineurines. Mais forcément, il y avait une crainte de cette survenue du rejet au décours de la greffe. Et puis finalement, il y a eu également le problème de l'utilisation de la voie intraveineuse, puisque à terme, c'est un traitement quand même qui est utilisé par perfusion, une fois par mois, tout au long de la durée de la greffe. Et ça, c'est vrai que ça peut poser problème, notamment dans la vie de tous les jours pour certains patients. Il faut s'adapter, c'est pas toujours facile. Et puis chez des patients qui ont souvent un capital veineux un peu limité, c'est pas toujours évident non plus. Donc le Belatacept finalement n'a pas été utilisé d'emblée en début de greffe. Néanmoins, il a été finalement également utilisé en conversion, c'est-à-dire en changement de traitement chez des patients qui étaient déjà sous anticalcineurine et qui étaient à distance de la greffe. D'abord chez des patients qui allaient bien, qui étaient stables, pour lesquels on avait espoir de pouvoir améliorer finalement la fonction rénale en arrêtant les anticalcineurines. Et finalement, les auteurs ont pu démontrer qu'il y avait une amélioration de la fonction rénale quand on arrêtait à distance de la greffe les traitements par anticalcineurine, une amélioration de la fonction rénale dans le groupe Belatacept. Et puis, donc ça, c'est pareil, dans une proportion plus importante. Vous voyez, cette étude, elle est plus récente, mais avec plus de patients finalement dans cette étude randomisée, mais qui montre la même chose, une amélioration de la fonction rénale dans le groupe des patients qui arrêtent les anticalcineurines et qui sont finalement convertis au Belatacept. Alors, pourquoi le traitement n'a pas été utilisé dans cette optique-là? Il a été plutôt utilisé justement à titre, entre guillemets, de sauvetage. Ça veut dire quoi? Chez des patients qui avaient des fonctions rénales plus instables, plus précaires, ou des débuts de greffe où finalement on avait une évolution qui n'était pas satisfaisante. Et chez ces patients, on a arrêté le traitement par anticalcineurine et finalement on a vu une amélioration de la fonction rénale. Ce qui était vrai en début de greffe,
hein, chez des patients qui ont du mal à reprendre une fonction au début de la greffe, qui montrent des greffons souvent à critères étendus. Quand on arrête le traitement, on a une amélioration de la fonction rénale. Mais c'est vrai aussi dans des changements de traitement plus tardifs, chez des patients qui sont greffés depuis plus longtemps, où on voit une vraie toxicité des anticalcinurines. Eh bien, chez ces patients, on voit clairement une amélioration de la fonction rénale après un arrêt des anticalcinurines. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Eh bien, ça va dépendre un petit peu de quand on fait ce changement de traitement, mais vous voyez qu'on va quand même gagner une fonction rénale assez importante, hein, si on fait une conversion précoce, hein, jusqu'à 12 millilitres par minute et un peu moins en conversion tardive. Donc, on va gagner quand même en fonction rénale. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on va gagner probablement également en survie au niveau du greffon, et je vous montre juste ces résultats pour aller un peu vite. C'est donc dans cette étude réalisée par l'équipe de Necker, si on regarde finalement ce qui se passe une fois qu'on a changé le traitement et qu'on compare à des patients qui ont poursuivi un traitement par anticalcineurine, eh bien finalement on se rend compte que probablement la survie du greffon elle est améliorée chez ces patients qui au départ avaient une fonction qui n'était pas parfaite sous anticalcineurine, et donc on améliore à long terme la fonction du greffon. Alors, on gagne finalement en fonction rénale, on garde probablement aussi en années de vie de greffon, et puis on va gagner aussi sur le profil cardiovasculaire, c'est ce qu'on disait au début, on a des patients qui ont moins d'hypertension artérielle, qui ont moins de diabète et qui ont un bilan lipidique qui est moins perturbé que sous anticalcineurine. Donc ici, vous voyez que quand on change de traitement, on améliore probablement le diabète, surtout quand c'est un diabète qui a été induit par anticalcineurine au début de la greffe. Donc quand on change de traitement, probablement qu'on gagne aussi à ce niveau-là. Et puis, un des points importants aussi, c'est que forcément au niveau de l'observance et finalement des effets indésirables en lien avec le traitement immunosuppresseur, on fait mieux et donc on développe moins d'anticorps dirigés contre le greffon et donc forcément, au bout du compte, le risque de rejet humoral sous belatacept est moins important. Il est tellement moins important que on a cette étude qui va bientôt démarrer à Rouen et dans plusieurs centres français de transplantation rénale, où on va venir essayer finalement d'améliorer la prise en charge du rejet humoral chez les patients en arrêtant les anticalcineurines et en proposant un traitement par belatacept. Et donc, cette étude BELA-MR devrait commencer là d'ici le mois de décembre, en espérant améliorer la prise en charge des patients qui présentent un rejet humoral. Alors, c'est merveilleux, on a l'impression que le belatacept, c'est la molécule de choix et qu'on a enfin trouvé un traitement immunosuppresseur qui répond finalement aux critères dont on a discuté là au début du topo. Mais finalement, est-ce qu'il y a des risques de changer ce traitement alors qu'on est sous anticalcineurine? Alors, le premier risque, on en a déjà un petit peu discuté, c'est le risque de rejet au décours du changement de traitement. Donc ce risque, il existe. Vous voyez qu'il est plus important quand on l'utilise juste après la greffe, c'est-à-dire sans conversion, c'est-à-dire dès le début de la greffe, hein, et il peut aller de 17%, mais même plus dans certaines études. Quand on regarde dans finalement les études qui ont été publiées en conversion un peu à distance de la greffe, on voit que ce risque de rejet, il est déjà moins important et il est plutôt aux alentours de 4 à 5% de risque de rejet cellulaire au décours du switch. Et donc, ce qui est important, c'était de, finalement, sur un grand nombre de patients, c'était vraiment de voir quel était le réel risque de développer un rejet cellulaire. Et vous voyez que là, on a étudié plus de 900 patients qui avaient été finalement convertis au belatacept après un changement des anticalcineurines. Et vous voyez que le risque, il est environ de 5%. Alors, 5% de rejet qui, finalement,
au fur et à mesure des années, a l'air de diminuer parce qu'on n'est plus habitué à la prise en charge de ce type de molécules maintenant. C'est des rejets qui surviennent surtout quand on change le traitement de façon précoce, parce que quand on est plus à distance de la greffe, finalement, le risque de rejet est plus faible. Et puis, quand le rejet survient après finalement le changement de traitement, il va survenir très tôt après le changement de rejet, de traitement, pardon. Et donc, c'est là où finalement, il faut être très attentif au début du changement de traitement et au début du belatacept. Et un point important, je pense, c'est que si on revient sur ce type de rejet, finalement, on va le traiter et il va y avoir une excellente réponse dans une grande partie des cas. Et c'est pour ça que finalement, à la fois la surveillance et la prise en charge rapide quand le rejet va survenir, permet finalement, au fur et à mesure du temps, de diminuer le risque qu'on pourrait avoir de dégradation de la fonction rénale en lien avec la survenue de ce rejet. Donc, oui, il existe, mais le risque, il est faible et la prise en charge, aujourd'hui, elle est bien connue et donc le risque qui découle directement de ce rejet est de plus en plus faible aujourd'hui après une conversion au belatacept. Alors, est-ce qu'il y a d'autres risques? Bien, l'autre risque, c'est probablement le fait que le belatacept fonctionne vraiment très bien et parfois vraiment très bien, voire un peu trop bien, et que les patients sont peut-être plus immunodéprimés que des patients sous anticalcineurine, d'où le risque peut-être infectieux un peu plus important. Bon, ce risque infectieux aujourd'hui, il n'est pas encore bien clair parce que quand on regarde les études initialement publiées, il n'y avait pas ce risque d'infectieux qui ressortait, mais clairement, quand on regarde aujourd'hui les switches après au belatacept, on voit que le risque infectieux est plus important. Ce risque, il est le risque notamment du cytomégalovirus, de maladie ACMV. Il est également le risque de pneumocytose au décours du switch et puis d'autres infections opportunistes. Ça, c'est ce qu'on avait décrit finalement dans une grande cohorte de patients qui avaient été switchés. Ça a été également rapporté par l'équipe de Necker qui montre bien que les patients qui sont switchés au belatacept ont plus de risques de développer une maladie ACMV par rapport à des patients qui restent sous anticalcineurine, avec parfois des formes plus graves de cytomégalovirus, d'infection à cytomégalovirus. Quand on regarde finalement les études initiales, on voit également que le risque de développer une virémie, c'est-à-dire une infection ACMV, est un peu plus importante sous belatacept, avec des patients qui vont rester plus longtemps infectés que les patients qui sont sous tacrolimus. Forcément, le fait de le savoir, on est beaucoup plus vigilant aussi. Un patient qui nous appelle en nous disant finalement j'ai de la fièvre, j'ai tel ou tel symptôme, quand on sait qu'il est sous Nulogix, sous belatacept, on va être aussi beaucoup plus précautionneux. Et puis la prévention, elle est importante. Les patients qui sont convertis aujourd'hui et qui sont switchés au belatacept ont une prévention pour la pneumocystose tout au long de leur traitement par belatacept. Dernier point pour le belatacept, et on enchaînera ensuite sur la deuxième partie. Les patients sont plus immunodéprimés et donc ils vont avoir une réponse immunitaire au vaccin qui va être moins satisfaisante que les patients sous d'autres traitements, notamment sous l'anticalcineurine. Vous voyez ici, c'est ce qu'on avait réalisé pendant le Covid, mais on voit bien que les patients qui étaient sous belatacept, que ce soit une injection, 2 injections ou 3 injections, finalement, leur réponse à la vaccination était plus faible après la vaccination et ce qui est probablement vrai pour le Covid l'est aussi pour d'autres vaccins et c'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer avec notamment le vaccin pour le Zona, le Shingrix, qui a l'air moins efficace chez les patients qui sont traités par belatacept.
Donc, en conclusion sur le belatacept, oui, c'est un traitement finalement très séduisant pour les docteurs, mais aussi et surtout pour les patients, parce qu'on a une amélioration de la fonction rénale, on a une amélioration de la survie du greffon, on a un profil métabolique qui est plus favorable, moins d'effets indésirables, donc une meilleure observance, avec en contrepartie un risque de rejet qui est plus important, mais qui est contrôlé et contrôlable, plus d'infections, mais en étant vigilant, probablement qu'on y arrive. Une mauvaise efficacité vaccinale, et ça, il faut être vraiment très vigilant par rapport à ça. Et puis l'utilisation de la voie intraveineuse. Et là, c'est vrai que pour le coup, ça peut poser des problèmes en espérant qu'un jour, on voit une molécule comme le belatacept finalement arriver en comprimé, mais ce n'est pas prévu pour demain. Alors, c'était la première partie sur les traitements immunosuppresseurs. La dernière partie, on va la réserver à la prise en charge du patient hyperimmunisé. Alors, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion, là, après, avec les questions, de peut-être clarifier certains points si ça n'a pas été clair pour vous. Alors, on va parler des patients hyperimmunisés. Mais pour parler des patients hyperimmunisés, il faut définir déjà ce que c'est un patient immunisé. Un patient immunisé, c'est un patient qui a développé au moins un anticorps anti-HLA. À partir du moment où vous avez un anticorps anti-HLA, vous êtes un patient immunisé. À quelles occasions on va développer des anticorps anti-HLA? Bien, vous le savez, à l'occasion de transfusions, après les grossesses pour les femmes, et puis des antécédents de transplantation chez des patients qui ont déjà été greffés une fois, deux fois ou plus d'un rein. Et bien, à cette occasion, on peut développer des anticorps anti-HLA. Alors, ça, c'est la définition d'un patient immunisé. Il faut définir après ce qu'est un patient hyperimmunisé. Et ça, la définition d'un patient hyperimmunisé, ça va varier en fonction du pays et du système d'allocation d'organes. Nous, on est en France. Et comment on va définir finalement un patient hyperimmunisé? On va le définir par ce qu'on appelle le taux de greffon incompatible. En fait, on va regarder, et c'est le logiciel Crystal qui va regarder ça tous les soirs à minuit, il va regarder finalement tous les donneurs qui ont été prélevés sur les 5 dernières années. Et puis, il va comparer ces donneurs aux anticorps anti-HLA du patient qui est inscrit sur liste. Plus le patient va avoir d'anticorps anti-HLA, plus il va avoir des donneurs incompatibles. Bien, c'est ça le taux de greffon incompatible. Et ce taux de greffon incompatible, quand il est supérieur à 85%, on est considéré en France comme hyper immunisé. Alors, qu'est-ce que ça représente en France, la proportion de patients hyperimmunisés? Ce n'est pas anodin. On a quand même un quart des patients qui sont hyperimmunisés et qui ont un taux de greffon incompatible à plus de 85%. Et vous voyez que chaque année, finalement, il va y avoir de nouveaux patients hyperimmunisés qui vont être inscrits. Finalement, on fait pas énormément de greffes chez ces patients hyperimmunisés qui vont s'accumuler au fur et à mesure sur la liste d'attente. Et puis, on a une proportion quand même pas négligeable de patients qui, malheureusement, du fait d'un délai d'attente qui est long, vont présenter des complications, vont sortir de liste, voire vont décéder sur liste. Alors, ça résume vraiment tout ce que je vais vous raconter après, mais il y a plusieurs façons de voir finalement la prise en charge de ces patients hyperimmunisés et comment améliorer leur accès à la greffe. La première chose, c'est éviter le rejet. Ça, c'est vrai pour toute la prise en charge des patients hyperimmunisés. On veut à tout prix éviter le rejet. Et si on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Ça veut dire quoi? On va essayer de greffer le patient avec un greffon parfaitement compatible, c'est-à-dire sans anticorps anti-HLA, c'est-à-dire sans ces fameux DSA, ces anticorps spécifiques du greffon. Et c'est ce que j'appelle ici éviter le conflit immunologique. On veut un risque de rejet le plus faible possible. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va faire ce qui existe aujourd'hui en France, c'est le protocole antigène permis. On va accepter des greffons contre lesquels le patient n'a jamais eu d'anticorps anti-HLA, pas de DSA dirigé contre ce greffon. Le protocole antigène permis, c'est quoi? Eh bien, en fait, on va élargir la carte d'identité génétique du receveur, du patient qui attend sur la liste d'attente, en considérant que
finalement les antigènes contre lesquels il n'a jamais développé d'anticorps anti-HLA, eh bien, on va le considérer comme sa propre carte d'identité génétique. Ce qui va lui permettre, quand un greffon finalement est prélevé et que le score va être attribué aux différents patients attendeurs, eh bien, de marquer des points supplémentaires et finalement de devenir prioritaire via ce programme antigène permis. Alors, est-ce que ça fonctionne, le programme antigène permis? Bien sûr que ça fonctionne. Et ça rend énormément service à de nombreux patients parce que la survie du greffon, elle est excellente. Elle est comparable à des patients qui seraient hyper immunisés ou des patients qui sont à faible risque immunologique, c'est-à-dire qui n'ont pas d'anticorps anti-HLA. Et donc, ça permet d'améliorer l'accès à la greffe de ces patients. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, mais jusqu'à quel taux de greffons incompatibles? Et ça, c'est la vraie question et c'est vraiment ce qui a changé sur les dernières années. Ici, vous voyez, c'est des données de l'Agence de la biomédecine. On voit que les patients qui sont hyper immunisés, entre 85 et 100%, vont attendre plus longtemps que les autres. Mais finalement, ils vont être greffés. Et une bonne partie d'entre eux, vous voyez, à 3 ans, on a quand même 45% qui vont être greffés. Alors, ce n'est pas 45, hein, c'est l'incidence cumulée, mais finalement, par rapport aux patients qui sont faiblement immunisés, le gap est pas, finalement, la différence n'est pas très importante. Mais la tranche, elle est large, c'est de 85 à 100%. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est aller voir finalement les patients qui sont très, très immunisés, quel accès à la greffe ils vont avoir. Et donc, ça, c'est une étude qu'on a menée avec le groupe Spicer, c'est-à-dire 13 centres de greffe en France, et on a regardé finalement sur 10 ans l'accès à la greffe en fonction du taux de greffon incompatible. Et on s'est aperçu finalement que les patients qui étaient immunisés, hyper immunisés, entre 85 et 95%, avaient un accès à la greffe qui était tout à fait comparable à des patients qui étaient faiblement immunisés ou non immunisés. Donc finalement, l'équité, elle était plutôt bonne par rapport à des patients qui sont plus faiblement immunisés. Par contre, à partir du moment où le taux de greffon incompatible va augmenter, et vous voyez à partir de 96%, eh bien, vous voyez que l'accès à la greffe est clairement moins bon pour ces patients. Vous voyez que là, c'est des chiffres à 10 ans, mais les patients qui ont un TJ à 99 à 100%, mais même ceux qui ont des TJ entre 95 et 99% ont un accès à la greffe qui est moins bon. Donc, l'accès à la greffe de ces patients est moins bon et il va falloir faire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'accès à la greffe, c'est une chose, mais les complications sur liste, la survenue de comorbidités qui font que les patients vont sortir de liste ou alors vont décéder sur liste, elle est plus importante à partir d'un taux de greffon incompatible de 97%. Donc en gros, le programme antigène permis, il fonctionne très bien, jusqu'à 95% très probablement, mais à partir de là, eh bien finalement, il va falloir trouver d'autres solutions pour améliorer l'accès à la greffe de ces patients, pour justement faire en sorte qu'ils n'attendent pas trop longtemps et qu'ils ne présentent pas plus de complications sur la liste d'attente. Alors, ces solutions, c'est ce qu'on appelle finalement la transplantation à haut risque immunologique. Là, pour le coup, on ne va pas pouvoir éviter le conflit. On va faire une greffe avec des anticorps dirigés contre le greffon. Le risque de rejet il est plus important, clairement, mais c'est à mettre finalement en balance avec des patients qui attendent et qui ont peu de chances finalement d'être greffés si on attend un rein parfaitement compatible. Et donc, la première chose, ça va être finalement d'aller regarder sur la dernière prise de sang des patients ces fameux anticorps anti-HLA. Pourquoi? Parce que ces fameux anticorps anti-HLA, ils vont évoluer en fonction du temps. Et pour certains patients, alors que les anticorps étaient forts à un moment donné de leur suivi, eh bien, ils vont diminuer et pour certains, disparaître. Et là, pour le coup, on a une espèce de désimmunisation naturelle qui va survenir et on va, pour certains patients, ne plus tenir compte de ces anticorps qui existaient un jour et qui ont disparu, ces anticorps qu'on dit historiques. Et donc, on va prendre quand même un risque de rejet chez ces patients, un risque qui est probablement moins important, mais qui existe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une mémoire du système immunitaire, mais ce risque, s'il est maîtrisé avec les bons traitements, va donner
de bons résultats. Et c'est ce que viennent de publier les Espagnols là, cet été, qui montre que c'est faisable et surtout que ça améliore l'accès à la greffe pour ces patients, puisque pour des patients qui attendaient parfois, vous voyez ici, hein, presque 5 ans, mais jusqu'à 9 ans, eh bien, ces patients, ils vont pouvoir avoir une greffe dans les 3 mois qui vont suivre finalement le fait qu'on va aller enlever ces anticorps du logiciel parce qu'ils n'existent plus sur la dernière prise de sang du patient. Donc, c'est toujours la première étape, aller voir la dernière prise de sang pour voir si finalement les anticorps ont disparu ou pas. Mais malheureusement, pour certains patients, ben, les anticorps sont toujours là et il va falloir trouver d'autres solutions. Et ces anticorps, ils vont être plus ou moins forts. Et les tests qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants. On a beaucoup progressé hein, sur le dépistage des anticorps, notamment avec ce qu'on appelle les tests Luminex, qui sont très performants. Mais quand les anticorps sont extrêmement forts, finalement, ils vont saturer le test et on ne va pas bien pouvoir différencier finalement un patient qui serait très immunisé d'un patient qui serait encore plus immunisé que celui-ci. Finalement, avec ce test, tout le monde va être au même niveau. Et donc, la première étape, ça va être d'aller justement utiliser ce qu'on appelle la dilution, c'est-à-dire prendre cette prise de sang, rajouter un liquide à l'intérieur qui va permettre de diluer justement les analyses et de voir à quel point finalement on va pouvoir, avec la désimmunisation, faire baisser ces anticorps pour essayer justement d'amener le patient à une transplantation. Alors, c'est la désimmunisation, mais bien sûr, il faut vraiment aller vers cette option avec beaucoup de prudence. Vous allez voir pourquoi, et toujours à mettre en balance avec la volonté du patient, quel est le souhait du patient, est-ce qu'il est prêt à prendre ce risque une fois qu'on lui a bien expliqué, sa qualité de vie, parce que certes, le risque existe, mais il est à mettre en contrebalance avec le fait de rester en dialyse avec très peu d'espoir finalement d'avoir une greffe un jour. Et aujourd'hui, on n'a pas fait la preuve en termes de survie que cette désimmunisation, elle était finalement meilleure que d'attendre un rein compatible. Mais il y a une question aussi de qualité de vie, je pense, pour les patients aussi, quand on parle de désimmunisation. Alors pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de prudence? Parce que le risque de rejet, clairement, il va être plus important après une désimmunisation qu'après une greffe parfaitement compatible. Et ce rejet, il va dépendre du risque immunologique qu'on va prendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait maîtriser aujourd'hui, à peu près, le risque qu'on veut bien prendre pour ce patient en fonction de son immunisation. Et ça va dépendre de plusieurs outils. Le cross-match, on ne va pas rentrer dans les détails, et puis le dosage de ces fameux anticorps et des différentes intensités finalement de ces anticorps. Donc le risque de rejet, il existe. Il y a un risque infectieux, clairement. Pourquoi? Parce que pour désimmuniser et enlever ces anticorps, on va utiliser des traitements qui sont parfois lourds et qui vont baisser l'immunité. Et ici, on voit bien que dans cette étude américaine, plus on va être intensif en termes de désimmunisation, plus le risque infectieux va être important. Il va falloir maîtriser ce risque. Il va falloir surveiller les patients et il va falloir aussi mettre au début de la greffe des préventions pour éviter justement ce type d'infection. Et c'est ce que je vous disais, il y a un risque de rejet. Donc avec ce risque de rejet, eh bien forcément, il y a un risque de perte de greffon. Et avec ce risque infectieux, il y a une mortalité qui est plus importante, mais toujours conditionnée par le risque immunologique qu'on va prendre chez ces patients. Et vous allez voir dans la suite des diapos là, qui arrivent que le risque aujourd'hui, on veut bien prendre, il est modéré. On n'est pas dans ce type de configuration où le risque immunologique est énorme et on sait que le risque de rejet humoral est très important et donc la désimmunisation va être très importante derrière. Alors, comment désimmuniser? Comment on va aller enlever les anticorps aujourd'hui? Eh bien, il y a beaucoup de traitements qui ont été utilisés, soit avant la greffe, notamment les immunoglobulines polyvalentes, qui sont quasiment plus utilisées, puis d'autres molécules qui vont cibler les lymphocytes B, notamment le rituximab.
Ce qui a été utilisé et ce qu'on utilisait aussi dans notre centre auparavant, c'était les échanges plasmatiques, l'immunoadsorption qui vient enlever les anticorps anti-HLA pendant la séance de plasmaphérèse et d'autres molécules, notamment aujourd'hui, l'espoir, c'est les CD38, c'est des anticorps qui vont venir cibler les plasmocytes. Et donc ça, c'est avant la greffe. Mais on peut aussi utiliser ces traitements le jour de la greffe. Et ce qui a révolutionné un peu la prise en charge aujourd'hui des patients hyperimmunisés pour lesquels, à part la désimmunisation, on n'a pas d'espoir, c'est l'imlifidase. Et donc, je vais vous en dire quelques mots sur la fin de mon topo. Donc, l'imlifidase, c'est quoi? Eh bien, c'est une enzyme de streptocoque qui va venir finalement détruire les anticorps. Ici, vous avez un anticorps représenté là, à gauche de l'écran, une immunoglobuline G, et l'enzyme de streptocoque va venir couper finalement cette immunoglobuline, cet anticorps. Et en coupant cet anticorps, eh bien, ça va inactiver finalement son fonctionnement. Il ne va plus pouvoir venir se déposer, et notamment se déposer au niveau du greffon rénal et entraîner avec la cascade un rejet humoral. Donc, pendant finalement les 7 premiers jours de la greffe, eh bien, les immunoglobulines vont baisser jusqu'à atteindre un titre extrêmement faible, presque finalement 0 g d'immunoglobuline. Et puis ça, on va en discuter après. Petit à petit, ces anticorps vont se reconstituer et les immunoglobulines vont se reconstituer. Et donc, si les immunoglobulines baissent, vous voyez ici que ces anticorps qui étaient très forts, vous les voyez en rouge ici sur ce petit diagramme, ça c'est les anticorps anti-HLA, eh bien vous voyez qu'après quelques heures de traitement, eh bien ils vont quasiment disparaître. Et donc, on va avoir une fenêtre pour pouvoir greffer ces patients hyper immunisés. Et les résultats, bien finalement, sont plutôt bons, malgré la survenue d'un rejet humoral, vous voyez, dans presque 40% des cas. Et si on regarde les résultats à 3 ans, malgré la survenue d'un rejet humoral, en termes de survie du greffon, eh bien, c'est plutôt excellent. Et en termes de survie du patient, c'est aussi excellent. Et les résultats à 5 ans, finalement, sont à peu près comparables et finalement sont aussi rassurants. Donc, une fois que ce traitement a eu finalement une AMM en France, on a pu réfléchir ensemble avec des collègues néphrologues, savoir dans quelle situation on allait être amené à utiliser ce traitement. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas l'utiliser n'importe comment, pour ne pas prendre des risques immunologiques démesurés qui seraient finalement trop risqués pour le patient, avec un risque de rejet qui serait trop important, des rejets sévères, et un risque derrière finalement infectieux qui serait également trop sévère. Et donc, il fallait définir quel patient allait pouvoir bénéficier de ce traitement. Et donc, on a défini ce type de patient. C'est des premières recommandations, entre guillemets, en tout cas un moyen de savoir dans quel cas on peut utiliser ce patient, chez des patients finalement plutôt jeunes, avec des taux de greffons incompatibles élevés, c'est-à-dire qu'on sait que ces patients ont une chance d'être greffés sur liste d'attente avec le protocole antigène permis qui est extrêmement faible, et notamment plus faible parce qu'ils attendent déjà depuis 3 ans. Et le risque immunologique, eh bien, on l'a considéré en finalement se référant à l'intensité des anticorps et à l'intensité de ces anticorps une fois qu'on dilue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour essayer de prendre un risque modéré de rejet au décours de la greffe pour ces patients. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du traitement immunosuppresseur associé. Si vous avez des questions, on pourra en discuter. Mais en gros, comment ça va se passer? Bien, finalement, le centre de greffe va proposer ce type de traitement à des patients qui répondent aux critères dont on vient de parler sur la diapositive précédente, des patients qui ont des taux de greffons incompatibles élevés, un délai d'attente important. On va regarder bien sûr le dernier sérum, la dernière prise de sang, pour être sûr que sur la dernière prise de sang, les critères sont aussi réunis. Et être sûr que les anticorps n'aient pas disparu. Parce que ça change aussi la prise en charge. Et si ces anticorps sont toujours présents
après avoir expliqué aux patients le protocole, les risques, ce qui va se passer finalement une fois qu'ils acceptent ce protocole, eh bien, on va aller enlever du logiciel Cristal les anticorps qu'on a repérés comme étant susceptibles de poser le moins de problèmes après la greffe rénale. Et si on enlève ces anticorps, forcément, le taux de greffon incompatible va baisser. Et s'ensuit chez ces patients qui attendent depuis longtemps, eh bien, après un délai d'attente qui est souvent assez court, une proposition de greffe. Et cette proposition de greffe, une fois qu'on a bien respecté les critères le jour de la greffe, eh bien, le jour de la greffe, juste avant la greffe, on vient faire cette perfusion d'imlifidase qui va durer à peu près 20 minutes. On va attendre 4 à 6 heures après la perfusion, vérifier que la compatibilité est bonne et notamment que le cross-match est négatif, et ensuite pouvoir faire cette transplantation rénale. Vous voyez qu'à ce jour, à Rouen, on a greffé 5 patients dans cette situation. Il y a un peu plus de 30 patients aujourd'hui en France qui ont été greffés grâce à l'imlifidase. Les premiers résultats ont été publiés en 2024. C'était les 9 premiers patients qui avaient été greffés avec ce type de protocole, avec des résultats qui étaient plutôt rassurants, malgré, vous voyez, la survenue d'un rejet humoral quand même dans plus d'un quart des cas, mais avec des fonctions rénales qui étaient à 3 mois très rassurantes. Et aujourd'hui, finalement, on a plus de 30 patients qui ont été greffés, avec un résultat qui est tout à fait satisfaisant en termes de fonction rénale, en termes d'effets indésirables, mais également en termes de complications infectieuses, mais toujours avec un risque de rejet humoral qui est présent, on le sait, c'est une situation à risque, c'est une greffe à haut risque immunologique, le but étant bien sûr de pouvoir contrôler ce rejet au décours de la greffe, et ce qui a l'air d'être le cas dans la plupart finalement des cas. Et donc juste, si on termine sur la prise en charge des patients hyperimmunisés, j'aurais terminé après, je pense qu'aujourd'hui, un patient qui a un taux de greffon incompatible à plus de 98% et un délai d'attente de plus de 3 ans, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient pour améliorer son accès à la greffe. Ça ne veut pas dire qu'à tout prix, le patient est obligé d'accepter, pas du tout. Mais il faut le revoir, il faut lui expliquer et il faut s'interroger sur la possibilité d'améliorer son accès à la greffe. D'abord en évaluant la dernière prise de sang, parce que ça se trouve sur la dernière prise de sang, il n'y a plus d'anticorps, et ça va permettre d'améliorer fortement son accès à la greffe. Et s'il y a toujours autant d'anticorps, eh bien finalement, après avoir vérifié son éligibilité au traitement par imlifidase, lui expliquer le protocole, et s'il adhère, et s'il est d'accord, eh bien s'engager dans cette procédure de désimmunisation active. Et donc aujourd'hui, des patients hyperimmunisés, c'est un problème de plus en plus fréquent parce qu'on a de plus en plus de patients en attente d'une deuxième, voire d'une troisième greffe, voire parfois plus. Vous avez compris qu'il faut toujours raisonner par étapes. Et dans un premier temps, on va toujours essayer de faire une greffe compatible parce qu'on sait qu'à long terme, c'est là où on aura les meilleurs résultats pour le patient. Bien sûr, toujours évoquer la possibilité d'un donneur vivant, mais ce n'est pas toujours possible quand on a beaucoup d'anticorps. Et puis, voir si au fur et à mesure du temps, les anticorps n'ont pas disparu. Bien respecter les critères de sélection parce qu'il ne faut pas prendre un risque démesuré non plus pour le patient. Et puis, je terminerai par là. On parle beaucoup de survie du greffon, de survie du patient, mais finalement, on se rend compte quand même en discutant avec les patients que parfois, ce qui prime quand même, c'est la qualité de vie. Et pour certains patients qui sont en dialyse et qui attendent depuis de nombreuses années, ce n'est pas toujours évident. Certains le vivent très bien et ne veulent pas entendre parler de désimmunisation, et ça, il faut l'entendre aussi. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Et partir dans cette aventure, parfois, ça peut quand même changer la vie. Voilà, j'en ai terminé. J'ai beaucoup parlé, mais il nous reste quand même une bonne demi-heure pour pouvoir échanger ensemble. Merci beaucoup, Dr Bertrand, pour cette présentation qui était très riche et passionnante. On va aborder la partie effectivement questions-réponses de notre webinaire. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent poser leurs questions à travers le module QR avec le petit bouton en haut de l'écran. Et vous pouvez aussi voter pour les questions, enfin qu'on fasse remonter les plus populaires en priorité.
Donc, première question, docteur Bertrand, autour du tacrolimus. La question était de savoir si on peut considérer qu'un bon mode de vie avec le sport, l'alimentation, permettrait de combler toute ou partie des risques induits par le tacrolimus. Donc l'HTA, le diabète, le cholestérol, etc. C'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut voir sur le tacrolimus, c'est qu'effectivement, il y a une partie qu'on va pouvoir contrôler. Notamment la partie métabolique. Et c'est sûr que en ayant une hygiène de vie et suivre finalement des règles de bon sens, hein, le but c'est pas non plus d'être restrictif, faire du sport, avoir une alimentation équilibrée. C'est sûr que on va pouvoir contrôler le risque d'hypertension, de dyslipidémie et finalement d'avoir soit un diabète équilibré, soit finalement de voir disparaître son diabète. Ça c'est tout à fait possible. Euh, En fait, ce dont on se rend compte, et finalement c'est aussi avec l'expérience, c'est que vous avez des patients qui vont tolérer de façon parfaite le tacrolimus et qui vont avoir du tacrolimus pendant des années et des années sans jamais avoir ni d'effet indésirable. On parle du tremblement, mais il y a d'autres effets indésirables hein, que les patients connaissent bien, de l'hypertension, du diabète, de la dyslipidémie, et surtout qui vont bien tolérer le tacrolimus au niveau rénal, sans jamais avoir de lésions en lien finalement avec ce traitement. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que on a du mal à comprendre pourquoi certains patients vont avoir une toxicité et donc vont mal tolérer ce traitement par rapport à d'autres qui finalement le tolèrent très bien pendant des années et des années. Maintenant, la question, c'est plus de se dire, une fois qu'on a repéré cette toxicité, que les patients ont fait un effort justement au niveau métabolique et qu'on ne s'en sort pas, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut continuer ce traitement ou est-ce qu'il faut se poser la question de changer à ce moment-là? Je pense que la réponse, elle est plus là en tout cas. Autre question sur le tacrolimus. Est-ce qu'il faut continuer le tacrolimus s'il dégrade le rein? Ouais, alors bon, mais là c'est pareil. Et puis on avait discuté déjà avec certains patients qui, en fait, parfois vont changer leur traitement au bout de 10 ans ou 20 ans. Et parfois, c'est un vrai stress parce que finalement, ils ont toujours eu le même traitement pendant cette durée et on vient leur proposer un traitement. Alors, quand il y a une dégradation de la fonction rénale, déjà, il faut savoir pourquoi il y a cette dégradation de la fonction rénale. Donc, ça va dépendre aussi de la cause de la fonction rénale. Mais vous savez très bien que dans ces cas-là, aujourd'hui, malheureusement, le seul examen qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe, c'est la biopsie du greffon pour savoir exactement quelles sont les lésions qui expliquent aujourd'hui finalement la dégradation de cette fonction rénale. Donc ce geste, il est encore très important, même si je comprends bien que des fois, il est pas forcément très agréable. Et si on avait d'autres marqueurs, aujourd'hui, on les utiliserait, mais c'est pas le cas. En tout cas, quand on dégrade sa fonction rénale, que ce soit de façon précoce ou plus à distance de la greffe, et que finalement la seule hypothèse qu'on a, c'est une toxicité des médicaments, eh bien, même si on ne change pas le traitement de tout le monde, il faut se poser cette question. Et après, c'est une balance entre les bénéfices d'un côté et les risques de l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a une toxicité des médicaments au niveau du rein qu'on va forcément changer de traitement chez tout le monde et mettre tout le monde sous Belatacept. Vous l'avez entendu, il y a des risques aussi avec le Belatacept. Ce n'est pas une molécule parfaite. Et donc, pour le coup, il faut voilà, avoir cette balance d'un côté des bénéfices, de l'autre côté des risques, et puis la discussion avec le patient, parce que, encore une fois, les patients parfois ne sont pas prêts à changer de traitement. Il y a aussi ces perfusions mensuelles qui peuvent être franchement embêtantes dans la vie quotidienne. En tout cas, il faut se poser la question, et même à distance de la greffe, et on le fait, parfois changer de traitement permet de ralentir la dégradation de la fonction rénale. On ne va pas renverser la situation, mais parfois ça permet de gagner quelques années. Et quelques années, parfois pour les patients, c'est important. C'est important parce que ça permet de rester dans une vie à peu près normale, de pouvoir se projeter, envisager une autre greffe sans passer forcément par l'étape de la dialyse. Donc, tous ces mois, ces années qu'on peut gagner, parfois, c'est quand même important, je pense. Je vous pose la prochaine question.
Les centres de greffe ont des pratiques différentes, par exemple pour la cortisone ou le belatacept, ou la greffe des hyperimmunisés. Faut-il être prêt à changer de centre pour accéder à des traitements innovants? Ouais, alors bon, c'est des questions, c'est des questions difficiles, hein. Je comprends très bien cette question, surtout quand finalement, quand on informe les patients, c'est normal, et vous avez besoin d'être informé et c'est super important. Je pense qu'il y a quand même des progrès qui sont faits là-dessus. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que on informe mieux, plus fréquemment les patients. Et puis, grâce à des associations comme Renalou, c'est sûr que ça permet de faire en sorte que les gens soient au courant. Parce qu'encore aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément au courant des nouveautés, voilà, des nouvelles prises en charge. Maintenant, si on prend le problème des patients hyperimmunisés, c'est justement ce qu'on a essayé de faire en se regroupant à plusieurs finalement spécialistes, néphrologues qui s'occupent de patients greffés pour justement dire, bah voilà, ce traitement existe. Voici ce qu'on essaye de faire pour justement qu'il soit utilisable par la plupart des centres, voire par tous les centres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une ERCP, une réunion une fois par mois avec la Société française de transplantation pour discuter des dossiers de patients hyperimmunisés pour savoir si finalement les patients sont éligibles à ce traitement. Donc, on essaye de faire en sorte que tous les centres puissent proposer ce type de traitement, mais forcément, il y a des centres pour lesquels ça va venir. Mais il y a un petit délai parce que ils sont peut-être moins habitués à prendre des patients hyperimmunisés, à proposer de la désimmunisation. Mais je connais aucun collègue aujourd'hui en France qui serait contre, en tout cas. Et ça, déjà, c'est super important. Euh, donc, changer de centre, je pense que pour les patients, ça a d'autres contreparties. Changer de centre, c'est aussi d'être dans une ambiance où finalement on ne connaît pas les gens. Et faire confiance à des gens qu'on connaît moins, c'est plus difficile. Puis on est loin de sa famille, donc la prise en charge, elle est différente. Donc il y a d'autres contreparties. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est plutôt de continuer à travailler, à œuvrer pour que finalement on puisse proposer les mêmes traitements à tous les patients en France. Et il n'y a aucune raison que finalement les centres ne puissent pas proposer ce type de traitement. Donc ma réponse, elle est ce qu'elle est, mais c'est vraiment ce que je pense, et je pense on peut largement y arriver. Merci. Prochaine question, la fameuse question sur la cortisone. Du coup, donc greffé depuis 18 mois, une personne est sous tacrolimus, Celcept et prednisone. Donc, au bout de combien de temps il serait pertinent d'arrêter le prednisone? Vous évoquez le long terme. C'est combien de temps le long terme? Donc, moi, je peux vous dire déjà ce qu'on fait à Rouen, parce que voilà, c'est notre pratique et au moins je peux vous donner notre expérience. Et puis après, je vous dirai finalement ce qu'il en est aujourd'hui et ce qu'il en est, parce que la médecine, elle fonctionne aussi comme ça, des preuves de la cortisone et de la corticothérapie après une greffe rénale. À Rouen, ça dépend vraiment du risque de rejet du patient, qui pour nous est défini en fonction de ce qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire des anticorps anti-HLA et du taux de greffon incompatible. Aujourd'hui, quand on a un taux de greffon incompatible à 0% et qu'on n'a pas une maladie rénale qui serait finalement d'origine immunologique, comme par exemple un lupus, une vascularité en cas, ou encore par exemple une maladie de Berger, eh bien on arrête la corticothérapie à 7 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, les patients n'ont plus de cortisone. Donc généralement, ils sortent sans cortisone. Pour les autres, donc pour les patients immunisés, pour les patients qui auraient une maladie rénale d'origine immunitaire, on va maintenir une corticothérapie pendant généralement une année. Et au bout d'un an, on refait le point. Pour les patients qui seraient immunisés, mais qui n'ont pas d'anticorps dirigés contre le greffon, on arrête la cortisone. Donc au bout d'un an, on arrête la corticothérapie. Et donc à qui finalement on va laisser la cortisone au long cours? Eh bien, la cortisone au long cours sera pour des patients qui ont un risque immunologique particulièrement élevé, notamment ces fameux patients dont on a discuté, hyperimmunisés, qu'on aurait désimmunisés, ou qui auraient finalement à un moment
ou un autre de leur suivi eu des anticorps dirigés contre le greffon, parce qu'on sait que le risque de rejet est plus important et maintenir 3 traitements immunosuppresseurs, c'est important. Et puis, les patients qui auraient une maladie finalement rénale initiale en lien avec des anticorps et qui nécessiteraient d'avoir un peu de cortisone au long cours. Maintenant, si on regarde euh, dans les preuves qui existent et sur les études qui ont été réalisées, c'est très difficile et c'est pour ça que les attitudes des centres sont très différentes parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un niveau de preuve suffisant pour qu'on ait tous la même attitude. Et c'est pour ça qu'en fonction des centres, les attitudes sont parfois différentes. Moi, je dis toujours, et vous avez vu sur les différents sujets, c'est toujours une balance bénéfice-risque. Encore une fois, c'est-à-dire que quel est le risque de léser une cortisone au long cours? Les risques, ils existent, des risques osseux, des risques finalement cutanés, on le sait, la fragilité de la peau, mais un risque infectieux également. Et au niveau dyslipidémie, diabète, hypertension artérielle, il y a aussi un risque métabolique qui, de façon associée aux autres traitements immunosuppresseurs, parfois devient trop important. Dans ces cas-là, même si on a distance de la greffe, il faut à chaque fois se reposer la question à mon sens, de la cortisone. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. C'est pas une question très simple, mais en tout cas, nous, dès que c'est possible, on se repose la question de la cortisone. Tout à l'heure, vous avez évoqué le rejet humoral. Donc, quelles sont les principales causes d'infection dans ce type de rejet? Et est-ce qu'il y a une prévalence de certains cancers chez les greffes rénaux? Ok, donc la question c'est finalement quel est le risque d'infection chez des patients qui ont un rejet humoral, c'est ça? Et qui vont être traités, Les principales causes. les principales causes Causes, d'infection. oui, D'infection, c'est ça, hein? oui. Ok, donc le risque infectieux, là aussi on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, il découle directement du traitement immunosuppresseur et finalement de l'immunité du patient chez qui on utilise ces traitements immunosuppresseurs. Alors il dépend de ça, mais après il dépend d'autres facteurs. Il dépend de l'âge, il dépend des comorbidités associées, il dépend directement également de la fonction rénale. On sait que moins on a une bonne fonction rénale, plus le risque infectieux est important. Et donc le risque infectieux, eh bien, il est de plusieurs sortes. Premièrement, quand on est greffé, on peut faire des infections comme tout le monde, c'est-à-dire des infections qu'on dit communautaires. On peut faire une grippe, on peut faire une pneumopathie, on peut faire une infection urinaire. Le problème de ces infections chez les patients greffés, c'est soit ces infections vont être plus graves, soit ces infections vont avoir tendance à récidiver. Donc ça, c'est quand même une proportion importante des infections, c'est-à-dire des infections dites communautaires. Et puis ensuite, il y a des infections qu'on dit opportunistes, c'est-à-dire des infections qui vont se développer parce que le système immunitaire est défaillant. Et là, les principales causes de ces infections, eh bien, on a le cytomégalovirus. Vous le savez, ça pose toujours beaucoup de problèmes après la greffe, même si là aussi, il y a de l'espoir. Vous savez qu'il y a des nouveaux traitements qui sont sortis là, il n'y a pas si longtemps que ça, le léthermovir, le maribavir, qui viennent nous aider aussi dans la prise en charge de ces infections qui n'étaient pas toujours faciles chez les patients greffés. Donc le cytomégalovirus, on a la pneumocystose, mais la pneumocystose, finalement, c'est un champignon et donc c'est un parasite. Et donc, du coup, forcément, on peut faire tout un tas d'infections parasitaires quand on est immunodéprimé. Et puis d'autres infections aussi opportunistes comme l'aspergillose et l'herpès ou un risque, par exemple, de voir d'avoir plus fréquemment des zonas dans cette population et des zonas qui sont parfois plus graves. Quand on a dit ça, la question après, c'est comment on fait pour faire mieux? Et comment on fait pour faire mieux? Pour faire mieux, c'est la vigilance des patients. Donc, les informer, bien leur dire de nous tenir au courant si finalement il y a de la fièvre, s'il y a des boutons, s'il y a des symptômes inhabituels. La prévention, et donc, par exemple, chez des patients qui seraient traités pour un rejet humoral, remettre en place une prévention, c'est super important. Une prévention pour la pneumocystose, une prévention pour le CMV, c'est ce qu'on fait habituellement. Et puis, je crois que un point vraiment important, c'est la vaccination. La vaccination, quand on le peut,
avant la greffe. Parce que vous l'avez vu, certains patients répondent très mal à la vaccination. C'était le cas pour le Covid pour une grande partie des patients, qu'ils soient sous tacrolimus ou sous belatacept. C'est probablement le cas avec le Shingrix, par exemple, pour le VZV. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire avant que le système immunitaire devienne moins fort, eh bien, il faut le faire. Et la vaccination, je crois que c'est vraiment un point super important. Alors, je crois qu'il y avait une deuxième question qui était le risque de cancer et le risque néoplasique. Le risque aujourd'hui de cancer, il dépend aussi directement du traitement immunosuppresseur, mais encore une fois, des comorbidités associées et d'exposition à d'autres phénomènes. Et vous le savez, notamment l'exposition solaire pour les tumeurs cutanées, puisque le tumeur cutané, ça représente quand même la première cause de cancer chez le patient greffé rénal. Donc là encore une fois, la prévention, l'explication, comprendre qu'aujourd'hui, quand on est greffé et qu'on a un phototype clair, c'est pas pour embêter les patients qu'on leur dit qu'il faut se protéger contre le soleil. Il faut se protéger contre le soleil. Et se protéger contre le soleil, ça passe par la casquette, le chapeau, la manche longue, de la crème solaire. Parce qu'on aura beau jouer sur le traitement immunosuppresseur, si on n'enlève pas tous les autres problèmes, ben, on ne réglera pas le problème de ces tumeurs cutanées, par exemple. Et après, c'est à nous aussi, sur les traitements immunosuppresseurs, d'être vigilants et de réadapter le traitement en fonction des événements et aussi du risque du patient propre. Sur les autres cancers, et je termine là-dessus parce que sinon c'est un peu long comme réponse et c'est une question sur laquelle, encore une fois, on pourrait passer des heures. Mais ce qu'il faut retenir, en dehors des tumeurs cutanées, c'est que les risques de cancer, ils sont directement liés au cancer qui dépendent d'infections virales et de virus qu'on dit oncogènes, qui vont finalement, à cause d'infections virales, entraîner un risque de cancer. Et donc, vous comprenez bien que ça dépend aussi directement du traitement immunosuppresseur et du degré d'immunosuppression. Mais ça dépend aussi d'autres facteurs de risque. Prenons par exemple le cancer du col. Bah, le cancer du col, il est directement lié à l'HPV. Et donc finalement, normalement, si la prévention elle est bien faite et si la vaccination elle est bien faite dans la classe d'âge que vous connaissez aujourd'hui, normalement, on devrait voir au fur et à mesure, finalement, la disparition de ce type de cancer chez des patients greffés. Et la question qu'on peut se poser finalement, et sur laquelle aujourd'hui on n'a pas trop avancé, mais c'est la vaccination des patientes finalement qui ont un risque, des patientes et des patients, parce que le risque d'HPV il existe aussi chez les patients, et anticiper avant la greffe la vaccination de tous ces patients qui sont en attente de greffe, et que cette vaccination elle soit prise en charge par l'assurance maladie. Merci beaucoup. Je change un peu le thème. Ouais. Pouvez-vous nous parler de la greffe des patients obèses? Quel rôle pour le nouveau médicament de obésité? Merci beaucoup. Bon, c'est toutes les questions très difficiles que vous me posez, mais c'est pas grave. Il y a, bon, l'obésité, c'est un vrai problème. Déjà, il faut commencer par ça. C'est un vrai problème de santé publique et c'est un vrai problème en France. Et donc, c'est un vrai problème de patients qu'on voit finalement toutes les semaines pour une question de transplantation rénale. Euh, Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la difficulté de la chirurgie chez des patients obèses, grand obèses, avec des BMI au-delà de 40, où vraiment la chirurgie est compliquée. Vous le savez, le greffon, il va venir s'implanter sur l'axe iliaque externe, donc sur l'artère iliaque externe. Et le but, c'est finalement d'arriver à accéder au niveau de ces vaisseaux. Et pour certains patients obèses, grand obèses, avec des BMI très élevés, mais ce n'est pas qu'une question de BMI, c'est une question aussi d'obésité abdominale et d'accès à ces vaisseaux. Et pour certains, malheureusement, la greffe n'est pas possible. Et pas possible parce que le risque chirurgical, il est majeur. Et le risque chirurgical, il est majeur en termes d'infection, d'hématomes, etc. Mais le risque majeur, c'est lequel? Ben, le risque majeur, c'est que ça ne fonctionne pas.
Parce que quand vous devez implanter une artère du greffon à 20 ou 25 cm de la peau pour aller accéder aux axes iliaques, bah, le risque de thrombose des vaisseaux, il est majeur. Donc c'est pour ça. Le but, c'est pas de freiner l'accès à la greffe des patients obèses, pas du tout. Mais il faut justement améliorer leur situation pour qu'ils puissent accéder à une greffe. Le but, c'est pas de dire faut pas greffer les patients obèses, pas du tout. Mais c'est comment faire pour y arriver. Alors comment faire pour y arriver? Et c'est la vraie question. Donc la discussion, et vous pourrez en parler avec les urologues, et ça pour le coup, je pense qu'ils sont tous d'accord. La discussion, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait dans la tranche de BMI entre 30 et 40, et qu'est-ce qu'on fait au-delà. Entre 30 et 40, c'est vraiment une discussion au cas par cas, parce que je vous l'ai dit, l'obésité, elle est différente en fonction de chacun des patients. Et nous, finalement, à Rouen, je vous donne notre expérience, parce que c'est ce que je connais le mieux, on a inscrit des patients et on greffe des patients jusqu'à 42 BMI. Parce que l'évaluation du patient, l'évaluation de l'imagerie est favorable, les greffons sont, enfin, l'axe iliaque n'est pas trop profond et la greffe est possible. Mais pour certains patients, même entre 30 et 42 BMI, bah, parfois, ce n'est pas possible. Et donc, il faut réfléchir à une autre stratégie. L'autre stratégie, bah, c'est dans un premier temps une prise en charge globale du patient, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce que des fois ça veut un peu rien dire, mais en tout cas, il faut en discuter. Il faut en discuter avec les nutritionnistes, il faut en discuter avec les diététiciens, il faut en discuter avec les chirurgiens, il faut en discuter avec tous les collègues. Ce n'est pas une prise en charge que du néphrologue. Et donc, il faut voir ce qui est possible avec une amélioration des règles hygiéno-diététiques, finalement du sport quand c'est possible, mais vous le savez que c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible et c'est d'autant plus difficile qu'on est en dialyse et que on sait bien que pour les patients c'est compliqué d'avoir une activité physique quand on est un jour sur deux en dialyse et avec la fatigue qui va avec. Et ça on l'entend bien. Donc quand ça c'est pas possible, mais c'est possible pour certains patients, il faut se poser la question d'autres traitements. On a longtemps parlé des techniques chirurgicales, de la sleeve, qui rend encore service à certains patients. Parce que ça permet d'améliorer la prise en charge métabolique. On n'est pas là perdre du poids pour perdre du poids, mais ça améliore la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, le risque de diabète, parce que vous savez qu'avec l'obésité, il n'y a pas que le risque de ne pas être greffé, il y a tout un tas d'autres complications qui surviennent aussi. Donc la sleeve, ça reste encore d'actualité aujourd'hui pour certains patients. Et puis bah, forcément, et vous le savez, les analogues de GLP-1 qui ont montré des résultats assez incroyables dans la prise en charge de l'obésité. Qu'on a, pour être transparent aujourd'hui, encore beaucoup de mal à utiliser de façon large. Alors chez les patients diabétiques, là, pour le coup, maintenant, ça, c'est assez facile et assez clair. Et là, pour le coup, on travaille beaucoup avec les patients, avec les endocrinologues et les diabétologues. Et pour ces patients aujourd'hui qui attendent sur liste, je pense que au moins essayer, je pense que c'est vraiment indispensable parce que ça va quand même donner des résultats dans une bonne partie des cas. Mais la question, c'est chez les patients qui sont non diabétiques. Et ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, on ne peut pas les utiliser comme ça chez ces patients. Donc, mais ça va venir. C'est clair et net, ça va venir. Donc, en résumé, le but, c'est pas de dire, et encore une fois, je peux vous dire que la plupart de mes collègues sont d'accord avec ça. La question, c'est pas de dire, faut pas greffer les patients obèses, pas du tout. Mais c'est compliqué. Et donc, quand c'est compliqué, eh ben, il faut s'entourer d'autres collègues, d'autres spécialistes pour essayer de trouver des solutions. Mais juste pour vous donner mon expérience jusqu'au bout, j'ai des patients finalement obèses inscrits sur liste que je revois régulièrement. Je leur apporte peut-être pas grand-chose, mais c'est juste pour les suivre et montrer qu'on ne les oublie pas. Mais je suis désespéré au même point qu'eux, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fur et à mesure du temps, bah, on a du mal parce qu'il y a la dialyse, parce que c'est compliqué de perdre du poids, parce que se lancer dans une intervention chirurgicale et une sleeve, bah, ce n'est pas toujours simple, et qu'après on arrive au bout de ce qu'on peut leur proposer. Et donc là-dessus, bah, va falloir que ça évolue aussi pour ces patients, quoi.
Merci beaucoup. Le temps file. On Ouais, est sur ouais. 3 minutes. On va passer à la dernière question. Je suis désolée pour tous ceux qui ont posé des questions. Il y en a encore énormément dans le chat. Dernière question sur le belatacept et les effets secondaires. Notamment, une personne qui nous remonte, mon néphrologue me dit que plus de cancers sous belatacept. Qu'en est-il? Alors, en étant le plus objectif possible, si on reprend les preuves qu'on a aujourd'hui pour dire qu'il y a plus de cancers sous belatacept, voilà ce qu'il en est. Quand on regarde les études initiales qui ont été faites avec le belatacept, c'est-à-dire les études initiales en utilisation au tout début de la greffe, il n'y a pas de signal qui en ressort en disant qu'il y a plus de cancers sous belatacept que sous anticalcinerie. Ça, c'est le premier message. Pour le reste, et ça, c'est les plus grandes études qu'on a à notre disposition, avec un suivi quand même qui est à plus de 10 ans. Donc, quand même, on a quand même voilà, des preuves que pour le coup, il n'y a pas de signal fort sur le risque de cancer sous belatacept. Si on prend par exemple le risque de cancer cutané, bon, déjà, on n'a pas d'études vraiment solides pour savoir si on fait plus de tumeurs cutanées sous belatacept que sous anticalcineurine. Mais les études qu'on a, qui sont rétrospectives, bah là, les résultats sont un peu divergents. Certaines études montrent qu'il y a probablement peut-être un peu plus de cancer cutané sous belatacept, mais vous avez les mêmes études ailleurs qui montrent qu'il n'y a pas de surrisque. Donc c'est difficile de trancher. D'accord? En dehors des tumeurs cutanées, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a plus de risques de cancer sous belatacept. Il faut être clair. Alors après, on peut discuter. On peut discuter en disant que finalement, on a l'impression quand même que pour certains patients, je dis bien pour certains patients, le belatacept entraîne une immunodépression qui a l'air plus importante que sous anticalcineurine. Or, bah, l'immunodépression et finalement le système immunitaire, c'est ce qui contrôle aussi les tumeurs et c'est ce qui contrôle la survenue de tumeurs. Et donc, on peut imaginer que dans une certaine catégorie de patients, plus fragiles, plus âgés, plus comorbides, que le risque est peut-être plus important. Mais vous voyez, là, on discute, quoi. On extrapole. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit très solide. En tout cas, si on retient le risque aujourd'hui sous belatacept des grandes études, il n'y a pas de surrisque clairement mis en évidence. Alors, il reste juste une petite question quand même, et je prends 2 minutes pour y répondre. C'est le risque de lymphome sous belatacept. Parce que vous savez que initialement, quand les premières études ont été réalisées, il semblait exister un surrisque de lymphome après le traitement par belatacept. Et aujourd'hui, c'est clair que ce surrisque, il survient, mais chez des patients qui sont EBV négatifs, c'est-à-dire des patients qui n'ont jamais fait l'infection par l'Epstein-Barr virus, c'est-à-dire la mononucléose infectieuse. Et donc, clairement, chez des patients qui sont EBV positifs, le surrisque, ben, pour le coup, il n'est pas comme celui décrit initialement avec les patients EBV négatifs. Donc, autant on peut être un peu inquiet, même si, encore une fois, ce n'est pas complètement tranché sur le risque d'infection sous belatacept, et encore une fois, dans une certaine catégorie de patients, autant le risque néoplasique, pour moi, aujourd'hui, il n'est pas encore tranché. Merci beaucoup, Dr Bertrand, pour toutes ces réponses. Je vais laisser le mot de la fin à Ivani pour conclure et clôturer. Merci beaucoup, docteur Bertrand. C'était vraiment extrêmement intéressant, extrêmement clair. Merci pour les réponses précises à des questions parfois difficiles. Je pense que tout le monde s'est beaucoup instruit ce soir. Il y a aussi beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées, et donc ce sera pour d'autres occasions. Je précise que il va y avoir un replay de ce webinaire qui sera en ligne d'ici quelques jours ou semaines, assez rapidement, on espère. Et tous les participants en seront informés, donc vous pourrez re-regarder la vidéo, et puis ceux qui n'ont pas pu participer ou pas participer à tout pourront en prendre connaissance. Et puis je vous indique que on continue avec ces webinaires, avec 2 prochains webinaires qui sont programmés, et on vous informera prochainement des dates. Un webinaire sur les maladies génétiques et les avancées dans le domaine des maladies rénales génétiques, et puis un webinaire sur la xénogreffe, un sujet qui est particulièrement
visible en ce moment dans l'actualité. Et donc, merci beaucoup à toutes et tous. Bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous.